Le thé est un voyage. Des régions de thé à celles dépourvues de thé, de l'aspiration au thé à la création de son propre thé. Les hommes poursuivent la tradition et l'espoir. Au bout de la route, c'est le berceau de notre esprit. Des chemins destinés au thé sont tracés entre les régions. Le thé est aussi un vecteur qui relie les différentes ethnies sur le grand territoire chinois. Sur le Karakoram, Midziti, un Ouïghour, se lance dans une aventure périlleuse vers le pâturage estival au sommet de la montagne. Il faut 3 jours en cheval pour l'atteindre. Dans cette aventure, il va peut-être risquer sa vie. Quand c'est inondé, je ne peux que faire marche arrière. Je peux traverser à cheval quand le courant est faible. Mais quand le courant est violent, je dois avancer dans l'eau en tirant le cheval. Qui est parfois submergé. Ça me fait peur. La récompense au bout de l'aventure est un thé. Ce thé peut faire baisser la tension artérielle. Lorsque notre tension artérielle augmente, on boit ce thé. Il agit comme un médicament. Il peut aussi faire partir la fièvre. Ma femme souffre d'hypertension, donc ce thé m'intéresse beaucoup. La maison de Midziti se trouve dans le district de Keliyang, au pied du Karakoram. Nous sommes ici, dans la région d'origine d'un nouveau thé, apparu il y a quelques années sur le marché chinois, le Coreopsis tinctoria. Historiquement, le Xinjiang ne fabriquait pas de thé, mais l'importait de l'intérieur du pays. On peut donc considérer le Coreopsis tinctoria comme le premier thé du Xinjiang.
Le Coreopsis tinctoria ne fait pas partie de la famille des thés à proprement parler, mais est considéré comme un thé à cause de son arôme de chrysanthème et son goût de thé rouge après infusion. Le Coreopsis, largement planté à Keliyang, est issu des graines apportées par un villageois depuis le fin fond du Karakoram. D'abord uniquement apprécié pour sa beauté, il a gagné en popularité lorsque ses propriétés médicinales ont été découvertes. Pour guérir l'hypertension de sa femme, Miziti achetait auparavant des Coreopsis aux villageois. Cette année, il a eu une nouvelle idée. Plutôt les planter que les acheter. Planter des Coreopsis est non seulement bon pour la santé de sa femme, mais aussi rentable pour la famille. Problème, les graines coûtent un quart du revenu annuel familial. Je me suis renseigné auprès d'Alipou. Il m'a conseillé de chercher des graines quand j'emmène paître les moutons. Il connaît la position exacte du Coreopsis tinctoria dans la montagne. La recherche du Coreopsis tinctoria sauvage de Miziti est retardée par l'Aïd el-Fitr. L'Aïd el-Fitr est une importante fête musulmane. On rend visite à ses proches et ses amis et on célèbre la fête avec de la musique et des danses. Je chante, je danse bien. Quand j'entends le tambour, j'ai tout de suite envie de danser. À part mes moutons, c'est la chose que j'aime le plus. Ces dernières années, le Coreopsis tinctoria est devenu l'élément indispensable à la fête. Dans ce moment joyeux, Miziti, lui, a l'esprit ailleurs. Avant la fin de l'Aïd el-Fitr, il doit aller faire paître ses moutons au pâturage estival, au Karakoram, et chercher le Coreopsis tinctoria sauvage. Je n'ai jamais vu de Coreopsis tinctoria sauvage. Mais on dit qu'il existe quelque part dans la montagne. L'altitude moyenne de Keliyang est de 2000 mètres. Le pâturage estival de Miziti se situe à environ 4000 mètres d'altitude, très à l'intérieur du Karakoram. Si le cheval glisse et tombe, je meurs moi aussi. Certains chemins sont trop étroits, même pour des ânes. Les chemins en pierre sont pénibles. Il faut vraiment beaucoup de temps. On s'est déjà demandé ce qu'on ferait si jamais quelqu'un tombe. Si ça arrive à l'un d'entre nous, les autres seront chargés de ramener la dépouille à la famille. Là où son ami a découvert du Coreopsis tinctoria sauvage, Miziti n'a finalement rien trouvé. Ces dernières années, la dégradation des pâturages naturels du Karakoram a réduit la densité de plantes rares. Les bergers peuvent les cueillir et les moutons peuvent aussi les manger.
Une semaine est passée. Toujours aucune trace du Coréopsis tinctoria sauvage. Dans quelques jours, je vais revenir dans la montagne avec un époux pour continuer à chercher le Coréopsis tinctoria. Miziti ne veut pas renoncer. Il va passer encore une centaine de jours dans la montagne. Il tombera peut-être un jour sur cette fleur qu'il désire tant. Si je peux trouver du Coréopsis tinctoria, je rapporterai des graines. J'espère que ma famille pourra avoir une meilleure vie grâce à ça. En Chine, ce qu'on appelle thé est un concept très vaste. Des boissons qui ne sont pas issues des théiers, par exemple le chrysanthème, certains fruits ou encore des herbes, sont aussi préparées et consommées comme du thé. Ce sont en quelque sorte des thés de substitution. Ce qui est apprécié dans ces infusions, ce sont surtout leurs vertus pour la santé. La tisane cantonaise en est un exemple célèbre. Prosa est un groupe amateur connu dans le milieu du rap cantonais. Ses membres aiment à la fois le style dynamique du rap et la culture traditionnelle locale. La tisane cantonaise est justement le thème de leur nouvelle chanson. Les Cantonais aiment boire cette tisane pour lutter contre le climat chaud et humide. La tisane cantonaise traditionnelle est fabriquée avec une vingtaine d'herbes cuites dans une marmite à feu doux. Au sens strict, cette tisane est plutôt un médicament. Les Cantonais pensent immédiatement à boire cette tisane lorsqu'ils ont mal à la tête ou à la gorge. Prosa demande à un cadreur qui aime aussi le rap de tourner le clip de leur nouvelle chanson. Dans cette boutique traditionnelle, les gens sont surpris que ces jeunes branchés chantent leur amour de cette tisane. La chaleur interne est là, printemps, été, automne, hiver. Eh mon pote, ces plantes médicinales, ce sont tes amis. Laisse-les faire un bon voyage dans ton corps. Applique le remède, nettoie le mal. Ces herbes miracles donnent une excellente boisson. Errant dans mon corps, explorant sa profondeur. Je me sers des herbes pour chasser ma colère. Le feu s'allume, des lutins verts me guident. Pour certains, ces jeunes cherchent avant tout à s'amuser. Mais eux sont au contraire très sérieux. Cette chanson, disent-ils, les aide à trouver leur rapport à cette ville et à ses traditions. Au Sichuanbana, à 2000 km de là, les fabricants de thé suivent encore les traditions anciennes. Village de Banpo dans la montagne Nannuo. Chodier organise la cérémonie de mariage de son ami. Baozi, Baozi! Notre village, c'est comme une famille. Lorsqu'il y a un événement, tout le monde s'entraide. On vit dans l'harmonie. On est comme des membres de la même famille. Durant le banquet, servir le thé est la plus importante partie du protocole.
le thé est aussi un élément indispensable de la dot. Selon les coutumes de l'ethnie Rani, sauf en cas d'extrême urgence, une femme mariée ne peut plus retourner chez ses parents, même s'ils habitent très près. Les scènes de pleurs sont donc inévitables lors d'un mariage. La maison de Chodié se trouve sur le flanc de la montagne Nanhuo. Il a une fille âgée de 9 ans. En ce moment, ma fille est ma seule préoccupation. Je place tous mes espoirs sur elle. On l'a adoptée 16 jours après sa naissance. On ne savait pas qu'elle avait une paralysie cérébrale avant d'avoir le diagnostic, quand elle avait 2 ans. Si on l'avait abandonnée et qu'on l'avait envoyée ailleurs, elle aurait été encore plus malheureuse. Elle n'a qu'une seule vie. La famille de Chodié possède une plantation de thé de 60 000 m². C'est leur principale source de revenus. Dans la montagne Nanhuo, Chodié est un producteur de thé très connu. Je suis peut-être le meilleur fabricant de thé. Chaque année, en avril, le district de Manghai organise un concours de thé. Si Chodié triomphe, il gagnera en réputation et son thé pourra être vendu plus cher. Ce vêtement est pour mon mari. Je dois bien le réaliser afin qu'il soit confortable. Comme ça, il sera à l'aise pour son concours de demain. Le concours annuel de thé est un événement important dans toutes les régions de production de thé de Chine. Pour celui de Manghai, dans le Hunan, la compétition est acharnée. Les ethnies blancs, Rani et Larou, entre autres, se considèrent toutes comme les descendantes du dieu du thé. Et le titre de roi du thé ne peut être décerné qu'à une seule personne. Beaucoup de spectateurs et de journalistes assisteront au concours. Si je peux gagner, ce serait très bien. Le Blanc Diado, idole des jeunes fabricants de thé de Manghai, est pour la plupart des gens le favori pour obtenir le titre de roi du thé. Mais Chodié, lui, se prépare depuis 1 an pour remporter ce titre. Ce titre est important non seulement pour moi, mais aussi pour tout le village de Banpo, pour toute la montagne Nanhuo, parce que je suis leur représentant. Le concours commence. Diado est le premier à passer à l'épreuve. Le concours se déroule vite. Les candidats doivent uniquement fabriquer du thé de base. Une tâche qui permet cependant déjà de voir le talent des fabricants de thé. La performance de Diado a été parfaite. J'avais beaucoup de pression. Je n'ai jamais fabriqué de thé devant tant de monde. L'essentiel, c'est le feu. Les feuilles sont les mêmes. Quand on remue les feuilles, le bruit nous indique si la température est bonne ou pas. Un vrai maître du thé peut saisir l'évolution la plus délicate des feuilles pendant le chauffage
afin de décider à quel moment exact arrêter le processus. Je n'avais qu'une seule idée, faire une bassine de thé parfaite qui puisse plaire au jury. Les feuilles chauffées doivent encore être longuement roulées. Les mains doivent avoir assez de force pour faire sortir l'eau présente dans les feuilles. Ce geste, apparemment simple et monotone, est en fait plein de secrets. La clé du concours réside dans le niveau de fusion entre l'homme et le thé. Seul celui qui peut vraiment comprendre le thé et exprimer cette compréhension peut devenir roi du thé. J'étais impatient de connaître les résultats du concours. Les résultats ont été annoncés le soir même. Chedier a fini deuxième parmi 20 candidats. Seul un point le sépare du champion. Ce résultat satisfait Chedier et les villageois de Nanuo. Il espère faire encore mieux lors du prochain concours. Sa fille aura alors 1 an de plus. Je n'ai pas de grandes ambitions. Je ne veux que mener une vie simple et joyeuse, comme maintenant. Ma fille est ma seule préoccupation. Bien qu'elle soit handicapée, nous vivons heureux ensemble. J'espère qu'elle sera capable de s'occuper d'elle-même quand elle sera grande. C'est mon seul espoir. Le pu'er est le thé le plus prestigieux du Yunnan. Les thés de base de toute la région sont tous compressés en briques ou galettes avant d'être transportés ailleurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment le côté ancien, historique du pu'er. Autrefois, au cours des longs et pénibles voyages, les feuilles fermentaient en raison des conditions climatiques et généraient des éléments bénéfiques pour la santé. La route du thé et des chevaux, qui part du Hunan et du Sichuan, a de nombreuses branches, dont la plupart mènent au Tibet. De là, elle traverse les vallées de l'Himalaya pour s'étendre jusqu'à l'Inde et le Népal. Sur les routes du Hunan, le thé est tracté par les chevaux, tandis que sur celle du Sichuan, il est transporté à dos d'homme. Depuis l'Antiquité, les thés tibétains, qui partent de Yahan pour Kanding, en zone tibétaine, sont transportés sur les épaules des hommes. Ils doivent franchir des montagnes où les voitures et les chevaux ont du mal à avancer. On appelle ces travailleurs les porteurs de thé. Je portais du thé depuis mon enfance. Je n'avais alors que 13 ans. Ma famille était pauvre et mes parents avaient du mal à marcher. Nous, les pauvres, quand on cherchait du boulot, peu importait ce qu'on devait porter. Les porteurs de thé sont tous pauvres. Ils portent du thé entre les saisons agricoles. Les jeunes peuvent porter au maximum une quinzaine de sacs de 10 kg chacun. On peut user une paire de chaussures en 3 ou 4 jours. En agitant la raclette à sueur, on peut entendre clairement un bruit sec, un clac. Mes épaules sont couvertes de cale. Parmi les 30 porteurs, il y a 5 ou 6 femmes. On
On prend une pause tous les 2,5 km et on peut appuyer les sacs de thé sur des béquilles. Il faut plus de 15 jours pour aller de Ya'an à Kangning. Marcher au bord de la falaise avec plus de 250 kg de thé sur les épaules, c'est hyper dangereux. On appelle ces travailleurs les porteurs de thé. Il faut cracher sur ses paumes, puis presser et frotter le dessus des pieds pour que le sang circule. Sinon, on ne peut plus continuer à marcher. Bref, il faut survivre. Dans les années 1930-1940, chaque jour, plus de 500 porteurs partaient de Ya'an. Aujourd'hui, avec la disparition de la plupart des porteurs, cette tradition commence à tomber dans l'oubli. Ceux qui ont porté du thé avec moi sont tous morts. Ça fait déjà 60 ans que je ne suis pas revenu sur cette route. Je suis la seule porteuse vivante. Les porteurs, autrefois considérés comme des héros sur la route du thé et des chevaux entre le Sichuan et le Tibet, disparaissent petit à petit dans le silence. Ils ont exploré la route du thé de la façon la plus dure et la plus primitive, leurs épaules chargées d'un lourd fardeau. À l'image du plateau tibétain, le thé était auparavant inconnu dans la steppe mongole. Les viandes et les produits laitiers procurent aux Mongols assez de calories, mais pas de vitamines. L'importation de thé a amélioré leur structure alimentaire. Les Mongols mélangent le thé et le lait, faisant du thé au lait le symbole de ce peuple pourtant à l'origine dépourvu de thé. Après avoir fini ses études universitaires, Binder veut retourner à la steppe de Hulunbuir pour devenir berger semi-professionnel. Aujourd'hui, à Hulunbuir, la vie nomade traditionnelle a déjà changé. Beaucoup de jeunes ont quitté la steppe et vivent en ville. Quand j'étais à l'université, la steppe me manquait beaucoup. Là-bas, le matin, ma mère me préparait du thé au lait en y mettant des feuilles de lait et du bœuf séché. Je prenais 2 bols avant d'aller faire paître les troupeaux et je n'avais plus faim pendant toute la journée. Et le soir, quand on rentrait, une nouvelle marmite nous attendait. Dans la steppe, le lait et la viande fournissent aux bergers les calories et le thé les vitamines. Le thé au lait est ainsi rentré dans leur culture, au même titre que l'équitation et le pâturage. Binder ne peut pas encore prétendre être un vrai berger. Il n'a pas encore maîtrisé la technique fondamentale des jeunes Mongols, atteler un cheval. Les bergers doivent changer de monture et atteler régulièrement les chevaux afin qu'ils ne deviennent pas complètement sauvages. Une fois sur le dos du cheval, les Mongols doivent se distinguer de la masse. Il faut que Binder apprenne à atteler le cheval. Il décide de demander de l'aide à son beau-frère. Sa sœur habite tout près. Tous les matins, elle se lève tôt pour préparer une marmite de thé au lait à sa famille. Le thé vient de l'intérieur du pays. Pour faciliter le transport, il est compressé en briques extrêmement dures. Les morceaux tombés sous les coups du marteau sont mis dans un filet pour être cuits dans l'eau bouillante. Quand le liquide devient brun, on y ajoute du lait frais.
Ce mélange produit une texture soyeuse et une saveur douce et légère. Sur la table, le fromage et les feuilles de lait sont déjà prêts. Le beau-père de Bing De lui apprend les techniques de l'attelage. Une personne chasse le cheval, une autre attend dans un endroit convenable avec le lasso. Il faut le mettre à la gorge du cheval et le serrer immédiatement avant qu'il ne glisse sur le cou du cheval. C'est un duel de force entre l'homme et le cheval. Une marmite de thé au lait savoureux est la meilleure manière pour sa famille de féliciter Bing De. Aujourd'hui, il est devenu un vrai berger. À plus de 2000 km de là, à Choshue, dans le Guizhou, Zhang Ronglai est à la recherche d'un théier sauvage dans la forêt vierge. Il se trouve principalement sur les falaises, dans les forêts vierges, au bord du fleuve Choshue. Je me lève avant l'aube pour aller cueillir des feuilles dans la montagne, et quand je rentre, la nuit est déjà tombée. Parfois, il faut attendre le lendemain pour passer à la cueillette et rentrer le surlendemain. Ça sent bon. Je bois ce thé depuis que je suis petite. Zhang Yunjia, la fille de Zhang Ronglai, âgée de 12 ans, elle est déjà habituée à rester seule à la maison. Le thé que Zhang Yunjia infuse est très rare. Il est issu d'une technique unique inventée par l'ancien peuple de Choshue. Au cours de la fermentation, les feuilles exhalent un parfum qui attire les insectes. Ceux-ci viennent pondre au-dessus des feuilles. Les larves se nourrissent de ces feuilles. Après avoir été séchées, tamisées et sautées, leurs déjections deviennent une boisson unique, appelée le thé d'insectes. Ces insectes apportent à ce thé beaucoup d'éléments que les feuilles ne contiennent pas à l'origine. Le grand-père de Zhang Yunjia a 82 ans. Il habite toujours dans la forêt au bord du fleuve Choshue. On peut manger les feuilles jeunes ou vieilles. S'il n'y en a pas, on coupe les branches des théiers. Elles sont aussi mangeables. Le thé d'insectes est une boisson ancienne, héritée de nos ancêtres. En fait, le nom officiel de cet arbre est le Lycea coreana, qui n'est pas un théier classique du genre Camellia. L'adoration du peuple Choshue pour cet arbre est le résultat d'une sélection naturelle de centaines d'années. En raison de la difficulté de la cueillette des feuilles, ils rentabilisent au maximum la fabrication du thé d'insectes, en utilisant même les branches des arbres qui, une fois cuites, donnent un parfum agréable.
Depuis l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui, la cueillette a toujours été un travail dangereux. Comme avant, il faut toujours grimper sur les arbres pour cueillir les matières premières nécessaires au thé d'insectes. Des fois, ça arrive que des paysans tombent de l'arbre. Puisque je maîtrise plutôt bien cette technique, il vaut mieux que j'y aille moi-même, sans laisser les autres risquer leur vie. Parfois, je peux atteindre 50, voire même 60 mètres de haut. Papa! Fais attention! D'accord. Je ne m'inquiète pas pour papa. S'il tombe, il pourra atterrir en volant dans le ciel. Papa est génial. Il peut tout faire. Après infusion, le thé d'insecte, qui sent la terre, donne un liquide rouge foncé ressemblant au thé rouge. Il est le fruit de la collaboration entre l'homme et la nature, la rencontre de la modestie et de la sagesse des ancêtres. Le 25 octobre du calendrier tibétain, les lamas du temple Zandan dans le nord du Tibet participent au rituel de la fête de la lampe. Ils commémorent ainsi Tsongkhapa, le fondateur de l'école des bonnets jaunes au sein du bouddhisme tibétain. Tous les lamas doivent réciter des sutras dans la salle principale pendant toute la matinée. Le thé au beurre peut atténuer la sécheresse de la bouche, chasser la fatigue et rendre l'esprit lucide. Les époques changent. Au Tibet, beaucoup de gens utilisent des machines pour remuer le thé au beurre. Au temple Zandan, une grande machine a été fabriquée dans ce but. Dans la steppe de Changtang, Drolma est en train de réaliser le plus grand rêve de sa vie. Je vais aller à Lhasa prier devant Shakyamuni. Le fils et la nièce de Drolma sont également du voyage. Drolma est parti en décembre, le mois le plus froid de l'année. Voici le geste le plus pieux des pèlerins tibétains. Ils demandent de la force physique et une incroyable volonté. La famille de Drolma habite dans le village de Longren, dans le nord du Tibet. Il leur faut répéter ce geste une centaine de milliers de fois pendant le trajet d'environ 200 km vers Lhasa. Le thé au beurre peut aider à reconstituer les forces et à atténuer la fatigue. À l'extérieur, faute d'outils nécessaires,
ils mélangent directement du beurre et du thé. J'ai une santé fragile. Je ne peux pas marcher trop loin chaque jour. Les Tibétains sont l'un des peuples qui consomment le plus de thé dans le monde. Le thé au beurre est un élément indispensable de leur vie. Ma mère n'est pas en bonne santé, donc je lui tiens compagnie. J'ai une santé fragile. En priant tous les quelques pas, elle ne peut avancer que de 7 à 8 km par jour. La tente constitue leur maison provisoire et le service à thé leur bagage indispensable. En buvant du thé au beurre, je me sens en pleine forme, même sans beaucoup manger. Une fois, je me suis cassé 3 côtes et j'ai eu une hémorragie interne. On a inséré dans mon corps un tuyau et on m'a pris plus de 2 litres de sang. À partir de ce moment, je suis devenue faible. Sur la route du pèlerinage, le vent violent a failli me faire tomber. J'avais du mal à avancer. Ma famille m'a conseillé de renoncer à cause de ma mauvaise santé. Mais j'ai confiance en moi. Parfois, quand j'étais vraiment fatiguée, pendant quelques jours, je n'arrivais même pas à lever un bol de thé. Au Tibet, où règne le froid et le manque d'oxygène, le thé au beurre peut non seulement fournir des calories et des éléments nutritifs, mais aussi permettre de mieux digérer la graisse. Pour les Tibétains, c'est la boisson de la vie. Un carton est utilisé comme filtre. Sur la route du pèlerinage, on doit se contenter du peu que l'on a. Mon fils a essayé de me dissuader de partir parce qu'il fait froid en hiver sur la route. La santé de ma mère est fragile, j'ai donc décidé de l'accompagner. Avant le départ, mon fils m'a dit qu'il m'accompagnerait si j'insistais à y aller. Il a pleuré tout à l'heure. Il ne me contredit jamais et prend très bien soin de moi. Les parents ne peuvent pas toujours rester aux côtés de leurs enfants. La vie est pleine de hasards. Alors on part ensemble pour voir si on peut y arriver ou pas. Une famille, une voiture, une tente, une tasse de thé. Tout ça pour un simple rêve. De la façon la plus pieuse, nous prions pour le bonheur et la santé de tous les êtres humains. Et nous rachetons nos propres péchés. Ça vaut la peine de risquer notre vie. Au bout d'un long trajet, le lieu sacré, le temple du Johan à Lhasa, est enfin devant Drolma. Les Tibétains considèrent la vie comme un voyage plein de difficultés.
Ce n'est qu'en pratiquant le bouddhisme avec sérieux qu'on peut trouver la voie de l'émancipation. Pour les Tibétains, le thé est une consolation de la vie réelle. Il les accompagne dans les vicissitudes, dans la recherche d'un paradis spirituel. Le thé relie les destins des Chinois. Ici cohabitent différentes ethnies, cultures et croyances. La notion de fusion est dans la nature du thé. Il accueille le lait, le beurre, les médicaments ou encore les fleurs. Le thé est la fusion de l'homme et de la nature. Le thé est la fusion des vies sur ce territoire. Depuis des millénaires, le thé aide les Asiatiques à comprendre la signification de la vie. De la Chine au Japon, la cérémonie du thé transmet les valeurs de la culture orientale au fil des évolutions. Rejoignez-nous pour l'épisode 3 de notre série « Bouillir de l'eau et chauffer le thé ».